Ayib Daffé, le mandataire du candidat déclaré Ousmane Sonko, comme hier, il n'a pas pu accéder aux locaux de la Direction générale des élections. Deuxième refus qu'il assimile à une justice à deux vitesses. Il était parti récupérer, dit-il, les fiches de parrainage de son candidat. Dans ce midi, nous nous intéressons justement à la procédure devant aboutir à la réintégration d'Ousmane Sonko sur les listes électorales. Ce suite au verdict du tribunal d'instance de Ziguinchor, verdict favorable à Ousmane Sonko. Bambilor, lendemain de manifestation, la tension reste tendue au village de Mbey. Sur place, un impressionnant dispositif sécuritaire. Les populations se battent contre la décision du maire qui a octroyé 20 hectares de leur terre à un homme d'affaires. Il y a eu 18 arrestations hier. Vente aux enchères des objets du premier président du Sénégal indépendant. La fondation Léopold de Sédar Senghor dit niet et salue la décision de l'État de tout faire pour que les objets du défunt président poète ne soient pas vendus. Ironie du sort, la vente prévue demain a lieu au moment où une grande exposition consacrée à Léopold de Senghor se tient en France. Combien sommes-nous au Sénégal? Réponse le 31 octobre prochain, jour de publication des résultats du 5e recensement général de la population et de l'habitat. La SNSD a déjà bouclé l'enquête post-censitaire. Le journal international, ce sera avec Georges Détié Diop, le sport Cheikh Tidiane Diagne, la presse du jour, Mohamed Ali Mouba. Point de vue, débat sur ce sujet qui cristallise l'actualité au Sénégal. Le refus de la Direction générale des élections de remettre des fiches de parrainage aux mandataires du candidat déclaré, Ousmane Sonko. Aliou Ba est à la technique de ce journal. Bienvenue à tous. D'abord, cette tension qui reste tendue à Mbey, un village situé dans la commune de Bambilor, c'est dans le département de Rufisque. Un impressionnant dispositif sécuritaire y a été déployé ce matin. Les habitants appellent les autorités à réagir pour éviter l'irréparable. Ils se disent déterminés pour combattre l'accaparement de 20 hectares de leur terre par un homme d'affaires. Écoutons Omar Bey, leur porte-parole, joint au micro d'Abdou Diouf Diagne. La situation peut bien dégénérer aujourd'hui. Il faudra s'y attendre parce que le dispositif mis en place dépasse l'entendement. Nous demandons aux autorités d'y veiller. Et nous n'allons pas nous laisser faire parce qu'on ne peut pas accepter qu'on nous prenne nos terres. Le président Macky Sall, le Premier ministre doivent y travailler. Si on nous prend nos terres, ça va être difficile pour nous. Ce sont nos terres. Hier, ils ont arrêté plus de 18 personnes et c'est tous des responsables de famille. Ils nous ont gazés. Aujourd'hui également, nous risquons de vivre la même situation, voire pire. C'est dire que les choses peuvent dégénérer. Donc, il appartient à l'État de prendre ses responsabilités. Alerte donc sur le foncier au Sénégal, des litiges presque un peu partout. Un autre litige au village de Gapo, dans la commune de Patar, département de Diourbel, où depuis 2012, les populations sont victimes de spoliation foncière. Ce que dénonce le collectif des paysans de Diourbel pour la défense du foncier, le dit collectif qui accuse les maires d'avoir cédé les terres à des promoteurs privés. Ali Matoussar. Trop, c'est trop. S'ils veulent que ce site-là soit des cimetières, parce qu'on ne va pas reculer, parce que nous en avons marre, on ne va pas les laisser faire. Pendant 12 ans, les habitants de Gapo ont été préoccupés par des conflits fonciers. Leur village ne sera pas sacrifié, déclare le collectif des paysans de Diourbel pour la défense du foncier. Cheikh Faye en est le coordonnateur. Parce que nous avons vu que ce faux lotissement-là qui a été entamé par le président de la communauté rurale à l'époque, et le maire sortant aussi avait tenté maintes reprises de continuer ce faux travail. Lui aussi, il a échoué. Mais nous avons vu que l'actuel maire, il est sur ses tentatives. Pour donner clairement notre position, nous, le collectif, nous n'accepterons jamais qu'on... Gapo n'a jamais fait l'objet d'un lotissement. C'est pourquoi le collectif a dit non aux travaux de construction sur un site. Ses membres tiennent le maire comme seul responsable de la situation. Nous avons vu que le maire a écrit un arrêté en disant qu'on doit arrêter les travaux. Cela veut dire que, comme ce site-là est une zone industrielle, il ne voulait pas arrêter les travaux, mais seulement pour que ces travaux de ce site-là n'avanceront pas. Les dialogues-là et les trucs-là qu'il est en train de faire, nous le connaissons. Un plan qui a eu des constructions ne peut plus être promulgué. Deuxièmement, on sait que Gapo a été aligné parce que les attestations ont été traitées par le président communautaire. C'est lui qui faisait les attestations, les distribuait comme quelqu'un qui vend des bonbons. Partout dans le Sénégal, les gens disent que j'ai des terres à Gapo. Nous sommes prêts pour tout. Si on doit mourir, on va mourir, mais on ne va pas vous laisser faire. Aujourd'hui, les habitants de Gapo souhaitent que
l'autorité intervienne sur la situation car leurs terres sont en train d'être vendues. Ce qui se passe à Diourbel, c'est une forfaiture orchestrée aux populations et on ne laissera pas le maire faire ce qu'il veut faire dans les champs. Alimatou Sarr, Diourbel, Radio Futur Média. Eh bien, le maire de Patar contacté promet de répondre à ces accusations ultérieurement. Tchamen Wallo, c'est dans la commune de Taïba Niassène. Une réception hier de la ferme agricole réalisée à hauteur de 140 millions de francs CFA. Le projet réalisé sur plus de 10 hectares fait partie des 11 fermes agricoles créées dans le bassin arachidier grâce à l'effort conjoint de l'agence d'exécution ADIDA et ses partenaires. Sambandio Ben Eka, le ministre de l'Agriculture, en a profité pour lancer un appel aux Sénégalais concernant l'exploitation prochaine du pétrole. Fatoumbo. Ce projet vise à fortifier la souveraineté alimentaire selon Sambandio Benka. Cette infrastructure est l'une des 11 fermes agricoles villageoises réalisées dans les régions de Thiès, de Kaola et de Diourbel. L'agriculture constitue un pilier fondamental de la souveraineté alimentaire, l'autonomisation des femmes. Un programme de partenariat novateur avec ADIDA s'efforce de promouvoir l'émergence de fermes agricoles modernes tout en mettant en avant la génération d'opportunités d'emploi. Une réponse efficace du gouvernement face à la lutte contre le chômage des jeunes, l'exode rural, mais sur l'immigration clandestine. Pour relever ce défi avec succès, il revient aux bénéficiaires et aux maires de la commune de s'investir activement dans la réalisation de ce projet. J'invite dès lors le maire de Taïba Niassène, en relation avec tous les acteurs du projet, à poursuivre les efforts pour un appui et un accompagnement conséquent et permanent des bénéficiaires. Lors de la cérémonie d'inauguration des 11 fermes agricoles dans la région du bassin arachidier, le ministre Sambandio Benka a soulevé des préoccupations cruciales et a vigoureusement plaidé en faveur de la nécessité de garantir une paix durable en vue de l'exploitation pétrolière prévue en 2024. Fatoumbo Tchamen Wallo, Radio Futur Média. Fatoumbo, la lutte contre la pauvreté, justement, elle doit impérativement passer par une transition agroécologique, c'est-à-dire une agriculture saine, sans produits chimiques. L'Association des maires du Sénégal sensibilise justement les autorités communales locales sur les bonnes pratiques agricoles. Rencontre tenue à Fatick. Aminata Goudiaby, les maires venus de plusieurs régions ont été également formés sur la bonne gestion du foncier. L'atelier a concerné pour l'essentiel les maires issus de zones rurales. Il faut donc les sensibiliser à l'importance de l'agroécologie qui est sans doute la plus rentable. Oumar Ba, président de l'Association des maires du Sénégal. La transition agroécologique touche à la qualité des sols. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir 700 à 800 kg à l'hectare. Les sols sont lessivés par une mauvaise pratique agricole, par l'utilisation de pesticides chimiques et d'engrais chimiques de synthèse. On va accompagner les maires pour qu'ils puissent impulser les bonnes pratiques agricoles. Dans beaucoup de pays d'Afrique, c'est cette méthode d'agriculture qui est désormais pratiquée. Au Sénégal, ça se fait dans certaines localités, mais dans d'autres, c'est la non-implication des élus locaux qui retarde la transition agroécologique. Dr Saliou Ngom, correspondant national du programme pour la transition agroécologique de la CEDEAO. Aller dans le sens d'une agriculture productive et durable, rentable et efficace, c'est pourquoi ils sont là aujourd'hui, pour voir comment impliquer davantage les élus locaux dans la promotion d'une agriculture écologiquement durable dans nos systèmes de production. Cette pratique agricole qui bannit les pesticides peut être une forme de lutte contre la pauvreté et le chômage. Les maires doivent donc songer à une meilleure gestion du foncier. Renforcer les capacités et les compétences des maires pour qu'ils puissent s'approprier davantage les lois et les règlements qui régissent le foncier. Et quand ils gèrent mieux, il y aura moins de conflits. Cet atelier a regroupé plus d'une trentaine de maires venus de diverses régions. L'Association des maires du Sénégal a organisé cette activité dans le cadre du programme de l'agroécologie pour l'Afrique de l'Ouest. Aminata Goudiaby, Fatick RFM. Midi 9 minutes. L'intersyndicale des travailleurs du secteur primaire qui alerte à nouveau sur les dures conditions que les agents vivent à la sphère ministérielle. Ousmane Tanor Dieng de Diamniadio. Cette situation s'explique par une grève de la société chargée de l'exploitation de la sphère. Les travailleurs du secteur primaire n'expliquent pas d'ailleurs de se faire entendre si la situation perdure. Omar Dramé, le secrétaire administratif de l'intersyndicale. Depuis le mois dernier, des problèmes récurrents surgissent dans la sphère ministérielle Ousmane Tanor Dieng de Diamniadio. Il s'agit des ascenseurs qui sont à l'arrêt, des climatiseurs qui ne marchent plus, des techniciens de surface qui désertent les lieux et des coupures d'eau récurrentes. Ces dysfonctionnements sont dus à la grève de la société en vol chargée d'assurer l'exploitation de la sphère ministérielle. Leur mouvement d'humeur, d'après la société, explique par le non-versement de la redevance que l'État leur doit, ce qui affecte
réellement la continuité de leur service. Cette situation gravissime entraîne un dysfonctionnement au niveau des ministères des pêches, de l'agriculture, de l'élevage, des mines, de l'industrie, de la microfinance, tous logés dans la sphère ministérielle. Il est impensable que dans des bâtiments de 8 étages, des travailleurs obligés de prendre des escaliers et une fois au niveau de leur bureau, pas de climatisation et évidemment avec des odeurs nauséabondes à l'absence de services de nettoyage. L'intersyndicale interpelle directement le gouvernement du Sénégal pour prendre des mesures immédiates afin de résoudre ce problème. Sinon, nous serons obligés de rester purement et simplement chez nous, car dans ces conditions infernales, aucun agent ne peut y travailler malgré notre ferme volonté d'assurer la continuité du service. Omar Dramé, secrétaire administratif de l'intersyndicale des travailleurs du secteur primaire. Vente aux enchères des objets du premier président du Sénégal indépendant. La Fondation Léopold Sédar Senghor salue la décision de l'État de tout faire pour que les objets du défunt président poète ne soient pas vendus. Les responsables de la dite fondation mènent d'ailleurs des investigations pour comprendre les tenants et les aboutissants de cette affaire. Et ironie du sort, la vente aux enchères des objets de Senghor, prévue demain, samedi, en France, a lieu au moment où une grande exposition consacrée à Senghor se tient en France justement. Le poète Amadou Lamine Sall, membre du conseil d'administration de la Fondation Léopold Sédar Senghor, il est joint à Paris par Eladji Ndiogou-Diène. Je l'apprécie avec beaucoup d'émotion. Nous pensons que l'État a fait ce qu'il fallait faire et nous espérons que cette vente n'aura pas lieu et que ces objets-là vont revenir au Sénégal. Est-ce que vous avez une idée des objets qui doivent être vendus, leur valeur et tout? Ces objets sont listés, ils sont listés sur le document qui a été publié. Ce sont des décorations du président Senghor, à des bijoux du président Senghor et de Madame Senghor. Mais la valeur est listée également. Elle est sur la liste qui a été publiée par le commissaire-priseur. Et comment en est-on arrivé à cette situation de devoir vendre aux enchères des objets du président Senghor? Oui, mais je ne peux pas vous répondre. Parce que c'est une histoire très longue, très compliquée. Et nous sommes en train d'enquêter pour savoir comment cette chose-là a pu avoir lieu. Et ce n'est pas la première fois. Un tableau du président a été déjà vendu. Donc nous sommes en train d'enquêter et de comprendre comment cette chose-là a pu avoir lieu. Nous sommes arrivés à Paris pour participer au Quai Branly, à la grande exposition qui est consacrée à Senghor. Et voilà, donc au Quai Branly, et le gouvernement a tenu à être présent. Le président de la République a tenu à ce que nous soyons présents avec le ministre de la Culture pour donc rendre hommage à Senghor. Et vous allez tout faire pour que cette vente n'ait pas lieu? De toute façon, le gouvernement a fait ce qu'il fallait faire. Maintenant, nous faisons le suivi. On verra ce qui va se passer. Amadou Lamine Sall, membre du conseil d'administration de la Fondation Léopold Sédar Senghor. Audit des établissements privés de formation professionnelle à Thiès. Plusieurs écoles ont reçu l'ordre de fermer faute d'autorisation. Elles exercent en réalité dans la clandestinité en plus du seuil de performance jugé trop bas. 450 écoles privées de formation professionnelle ont été auditées au total. Charente Diop. Beaucoup d'éléments liés à la performance dans le déroulement des enseignements-apprentissages ont été visités dans la région de Thiès. Mamadou Niang, il est le chef de la division formation privée au niveau du ministère de la formation professionnelle. Nous avons des établissements qui disposent d'autorisation, mais qui ne parviennent pas du tout à performer. Il y a une décision, on les a donné un délai de 6 mois pour vraiment aller vers un début de performance, mais il y a des établissements qui n'ont aucune autorisation et qui sont dans un seuil de performance très bas. On a voulu les accompagner à la fermeture, donc il n'y a pas d'apprenants privés ou publics. Tous les apprenants sont des Sénégalais. L'Académie de Thiès a obtenu des résultats acceptables, mais il reste beaucoup à faire, selon Ibrahim Diop, inspecteur de spécialité à l'inspection d'Académie de Thiès. La majorité des établissements a une moyenne supérieure à 60%, ce qui est dans l'ordre de l'acceptable. Donc les établissements qui sont au-dessus de 80% devaient être encadrés pour l'autorisation définitive d'ouverture. Si nous allons vers une
fermeture d'établissements, c'est contre notre gré. Thiès et Dakar regroupent plus de 70% de l'offre de formation professionnelle privée. Selon les autorités du ministère de la formation professionnelle, les ressources humaines seront renforcées pour mieux accompagner les établissements. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, le Premier ministre Amadou Ba, en tournée dans le nord du pays, il préside en ce moment même un comité régional de développement à Saint-Louis, où il séjourne depuis hier. Le premier magistrat de la ville a fait un plaidoyer devant le Premier ministre, plaidoyer pour la réhabilitation de plusieurs écoles de Saint-Louis qui sont dans un état de délabrement très avancé. Il a aussi demandé le démarrage des travaux de l'hôpital Alioune Badara Cissé. Mansour Faye, le maire de Saint-Louis, avec Ousseynou Diop. École Khayar Meng. Aujourd'hui, cet établissement est dans un état de délabrement très avancé, à l'image même de pas mal d'écoles primaires à l'échelle communale. Un programme est nécessaire, bien que la commune, à travers le PACASEN, est en train de réaliser la réhabilitation de certaines de ces écoles. Monsieur le Président de la République est passé à Saint-Louis il y a quelques mois pour procéder à la pose de la première pierre de l'hôpital de niveau 4, l'hôpital Alioune Badara Cissé. Mais ce que nous sollicitons vivement, c'est le démarrage des travaux de cette infrastructure importante au niveau international, parce que c'est un hôpital de niveau 4. Mansour Faye, le maire de Saint-Louis, notez que le comité régional se poursuit donc à la gouvernance. Nous reviendrons bien sûr sur les conclusions de cette rencontre régionale avec notre correspondant Ousseynou Diop. Ce sera lors de nos prochaines éditions. Midi 16 minutes à la DGE. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. RFM midi. Barthélémy Ngom. Le mandataire du candidat déclaré à la présidentielle Ousmane Sonko n'accédera pas à la DGE, à la Direction Générale des Élections, comme ce fut le cas hier. Un deuxième refus qu'il assimile à une justice à deux vitesses et appelle les Sénégalais à faire face. Cheikh Tidiane Dièye, de la plateforme Avenir Sénégal bu ñu bëgg, estime lui que l'UMS et le Conseil constitutionnel, de même que la Cour suprême, doivent réagir pendant qu'il est encore temps. Seydou Nourouba. Ayib Daffé est conduit pour la deuxième fois. Ils n'ont rien à nous répondre qu'aujourd'hui, ils sont des élèves qui ne peuvent pas nous laisser rentrer à la DGE. Le mandataire d'Ousmane Sonko ne mettra pas les pieds à la Direction Générale des Élections. Ayib Daffé, tout en colère, s'adresse à l'État et lance un appel à tous les citoyens épris de justice. Pour continuer le combat politique et judiciaire, pour que le Sénégal reste une démocratie, pour que le Sénégal reste un état de droit, pour que la séparation des pouvoirs soit garantie. Cheikh Tidiane Dièye de Avenir Sénégal bu ñu bëgg demande à l'UMS, au Conseil constitutionnel et à la Cour suprême de réagir avant qu'il ne soit trop tard. Il faut être proactif, il faut qu'ils anticipent, qu'ils disent que cet État, on ne laissera pas Macky Sall le détruire. Ayib Daffé et Cheikh Tidiane Dièye se disent convaincus que l'État est dans une logique d'exclure une bonne partie des candidats à la présidentielle de 2024. Selon eux, c'est une véritable mascarade qui se prépare. Seydou Nourouba. Ayib Daffé donc encore reconduit ce matin. Le mandataire d'Ousmane Sonko n'a pas réussi à obtenir ses fiches de parrainage, ce malgré le jugement du tribunal d'instance de Ziguinchor, jugement favorable à Ousmane Sonko. Alors question, pourquoi la DGE n'exécute-t-elle pas la décision de justice? Quelle est la procédure devant aboutir à la réintégration d'Ousmane Sonko sur les listes électorales? Élément des réponses avec Mohamed Ali Mouba. Pour recevoir ces fiches de parrainage, Ousmane Sonko doit impérativement figurer sur les listes électorales. Extirpé suite à sa condamnation en contumace, Sonko doit être réintégré à la faveur de la décision du juge Sabassi Faye, décision rendue au tribunal d'instance de Ziguinchor. Mais il y a une procédure à respecter. Tout d'abord, c'est le juge qui notifie la décision à l'exécutif local, en l'occurrence le préfet, ce qui est apparemment déjà fait. Ensuite, c'est au préfet de continuer la procédure en saisissant le gouverneur. Une fois que le gouverneur reçoit la notification, il saisit le ministère de l'Intérieur. Et c'est au ministère de l'Intérieur d'imputer cette décision à la Direction Générale des Élections qui prend les mesures idoines pour remettre Ousmane Sonko sur les listes. Question, quel est le délai de la procédure? L'administration est-elle enfermée dans des délais? En tout cas, les décisions de justice rendues et transmises à l'autorité compétente ou au service de gestion du fichier électoral seront immédiatement prises en compte et traitées dans le sens prescrit, nonobstant la clôture de la période de révision et du traitement des mouvements, sans plus de précision. RFM. L'actualité internationale.
Avant l'actualité internationale, notez cette publication des résultats du 5e recensement général de la population et de l'habitat. Elle est prévue le 31 octobre prochain. L'Agence nationale de la statistique et de la démographie a bouclé l'enquête post-censitaire quant à l'exploitation des données. Elle sera donc clôturée au plus tard la semaine prochaine, selon le directeur général adjoint de l'ANSD, Abdou Diouf, qui était l'invité d'RFM Matin ce vendredi. Vous l'entendrez dans le journal de 13h avec Eladj Ndiogoudien, midi 20. Bonjour Georges Déthié-Diop. Bonjour Barthélémy Ngom. L'actualité internationale d'abord, la guerre Israël-Hamas. Le secrétaire général de l'ONU est au point de passage de Rafah. L'unique ouverture sur Gaza qui ne soit pas aux mains d'Israël. Antonio Guterres y est arrivé ce matin pour préparer l'arrivée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Selon le responsable des situations d'urgence de l'ONU, l'aide qui aurait dû entrer ce vendredi devrait pouvoir l'être demain samedi. Quelques 2,3 millions d'habitants attendent désespérément l'ouverture du point de passage de Rafah. Hier au Caire, le secrétaire général de l'ONU a rencontré le ministre égyptien des Affaires étrangères. Au moins 4137 Palestiniens ont été tués par les bombardements israéliens depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza. Bilan fourni ce matin par le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas au 14e jour du conflit. 13 162 ont été blessés côté israélien. Plus de 1400 personnes ont été tuées lors de l'incursion du Hamas le 7 octobre. Environ 200 autres ont été enlevés. L'armée israélienne a déclaré qu'elle avait notifié les familles de 203 captifs. Au Mali, des avancées notoires enregistrées dans le processus de retrait de la MINUSMA. Un retrait à l'origine d'affrontements dans certaines localités, notamment à Kidal. Selon des analystes, aucune portion du territoire ne doit échapper au contrôle de l'État malien. D'autres indiquent que les matériels de la MINUSMA ne doivent pas être cédés ni à l'État du Mali ni aux groupes armés. Plus de détails avec Zanga Abdoulaye Ouattara. La libération de Kidal aux mains des groupes séparatistes est une lutte impérative pour les forces armées maliennes et les autorités de transition. C'est l'avis de Barabigui Keïta, enseignant-chercheur en philosophie politique à l'ENSUP. Parce qu'il y a des gens qui considèrent Kidal comme leur État, donc comme un État souverain. Aucun sacrifice n'est grand pour le Mali, pour les forces armées maliennes, à aller vers la conquête de l'intégrité territoriale de notre pays. Pour Ali Tunkara, analyste sécuritaire, le statut de la MINUSMA ne lui permet aucunement de céder ses matériels aux partis belligérants. Du moment où un équipement dépasse une somme de $5 000 par exemple, il faudra que le Conseil de sécurité décide pour qu'il soit rétrocédé. On ne peut pas donner des équipements à une partie en conflit. Ce qui fait que ni la CIMA ni l'État du Mali ne pourraient bénéficier d'équipements. Ces experts souhaitent une collaboration plus accrue des différentes parties pour un retrait ordonné de la MINUSMA du Mali d'ici fin décembre 2023. Zanga Abdoulaye Ouattara, Bamako, Radio Futur Média. Au Niger, la junte au pouvoir a accusé l'ex-président Bazoum d'avoir tenté de s'évader. Selon les autorités militaires, l'ancien président aurait tenté de fuir avec sa famille, ses 2 cuisiniers et 2 éléments de sécurité. Le communiqué lu à la télévision nationale ajoute que le plan d'évasion devait d'abord l'amener dans une planque en périphérie de Niamey avant d'emprunter des hélicoptères appartenant à une puissance étrangère en direction du Nigeria. Les militaires qui annonce l'ouverture d'une enquête souligne que les principaux auteurs et leurs complices ont été arrêtés. Le président déchu Mohamed Bazoum est en résidence surveillée depuis le 18 septembre dernier. Au Gabon, le Parlement de transition pour entrer en fonction. La Cour constitutionnelle a donné son feu vert. Plusieurs saisines sur les nominations avaient suspendu l'installation du Parlement de la transition. La Cour a jugé les saisines recevables sur la forme, mais les a rejetées sur le fond. Épidémie de dengue au Burkina Faso. Il y a eu 50 478 cas suspects et 214 décès, principalement dans les centres urbains de la capitale Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Selon un communiqué du ministère de la Santé repris par l'agence Reuters, environ 20% des cas et des décès ont été enregistrés rien que la semaine dernière. Merci beaucoup Georges Déthié-Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM.
point de vue, débat sur ce sujet qui cristallise l'actualité au Sénégal, c'est bien sûr le refus de la Direction générale des élections de remettre des fiches de parrainage aux mandataires du candidat déclaré Ousmane Sonko. Pour en parler, nous serons avec Daoud Ngom, coordonnateur du mouvement national des cadres du parti PASTEF dissous, et Pape Mahawa Diouf, coordonnateur de la cellule de communication de la coalition Benno Bokk Yakaar. RFM Sport. Dans mes titres, j'ai annoncé Chartidiane Diagne pour le sport, mais c'est plutôt Malal Diagne Junior. Bonjour Malal. C'est blanc, bonnet, bonnet blanc. Ben, c'est sûr. Voilà. Du football, le trophée des champions pour lancer la saison 2023-2024. Teungueth FC, vainqueur de la Coupe de la Ligue contre Génération Foot, championne du Sénégal en titre. Ce sera demain samedi au stade Lat Dior. Une affiche entre deux équipes qui partagent les mêmes départements. Un derby rufisquois analysé par Moustapha Sadio, journaliste à la RTS. On aura un match très passionnant entre Génération Foot et Teungueth FC pour cette reprise du football local entre une équipe qui était africaine il y a quelques mois. On peut se douter, on peut supposer que Génération Foot sera plus en jambes que son voisin Teungueth FC après avoir affronté l'équipe du Afia de Conakry sur une double confrontation, mais ça commence à dater quand même. C'était au mois d'août, ça fait quand même déjà 2 mois, même si on peut supposer que Génération Foot quand même a eu un programme d'entraînement qui puisse lui permettre quand même d'avoir une certaine avance sur Teungueth FC. Il faut rappeler aussi que le parcours de Teungueth FC la saison dernière était plutôt en dents de scie, avec une première partie très compliquée qui a occasionné le changement d'entraîneur avec l'arrivée de Cheikh Gueye, qui a redressé quand même cette équipe-là pour aller chercher cette Coupe de la Ligue face au Stade de Mbour. Donc oui, c'est un derby, c'est surtout cela qui va alimenter et pimenter ce match entre Teungueth FC et le petit frère Génération Foot. Moi je m'attends à un match âprement disputé, mais je donne quand même un léger avantage à Génération Foot, même s'ils sont plus jeunes. On sait que l'effectif a été vraiment totalement remodelé avec la perte de 22 joueurs en cours de saison et en fin de saison dernière. Voilà, ça n'empêche que GF a eu le temps de peaufiner et surtout de créer une certaine mayonnaise entre ces joueurs-là. Et voilà, ils n'ont pas perdu autant de joueurs que Génération Foot. Ça aussi, ça peut compter dans ce match-là, mais ça va être un match passionnant à vivre. Malal, et nous parlons de la Coupe du Monde des U17. L'équipe nationale est en Turquie, oui. Pour finir sa préparation avant de se rendre en Indonésie, les U17 vont disputer cette Coupe du Monde prévue le mois prochain. Pour Yaya Baldé, chargé de la petite catégorie à la Fédération sénégalaise de football, tout est au rendez-vous pour une bonne préparation. Il est avec Chartidiane Diagne. La fédération quand même n'a pas lésiné sur les moyens pour mettre dans d'excellentes conditions de préparation à nos jeunes U17 qui vont nous représenter à la Coupe du Monde. Présentement, ils sont en Turquie en préparation et c'est de là-bas qu'ils vont partir du côté de l'Indonésie pour participer à la Coupe du Monde. Vous savez, ils sont restés pendant plusieurs jours en regroupement fermé au niveau de notre centre Toubab Dialaw. De là, avant qu'ils ne partaient, le président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, est passé aussi les rendre visite, les galvaniser, mais aussi de libérer la prime de participation. Donc c'est une délégation quand même bien motivée qui est partie en préparation d'abord au niveau de la Turquie et après ils vont continuer pour aller à la CAN. Donc sachez que la Fédération quand même a mis à la disposition de cette délégation tous les moyens pour que nous puissions vraiment faire une très bonne campagne du côté de l'Indonésie. Après les dates FIFA au niveau du monde, place au retour des championnats ce vendredi en Espagne. Osasuna joue contre l'équipe de Grenada. En Angleterre, demain, choc contre Chelsea et Arsenal. En France, PSG joue contre Strasbourg. Nice joue contre l'équipe de Marseille. Pour finir, le rugby avec la Coupe du Monde qui se joue en France ce vendredi. La première demi-finale aura lieu entre l'équipe d'Argentine et la Nouvelle-Zélande. Et demain, l'Afrique du Sud, champion du monde en titre, jouera contre l'équipe de l'Angleterre. Barthélémy. Merci Malal Diagne Junior. Bonjour Mohamed Ali Mouba.
Bonjour. La Direction générale des élections refuse toujours à Ousmane Sonko ses fiches de parrainage. Décision de justice en mai. Ayib Daffé, le mandataire d'Ousmane Sonko, s'est rendu hier à la DGE. Objectif, retirer les fiches de parrainage pour le compte de son mandant qui n'est autre qu'Ousmane Sonko, sorti des listes électorales et réhabilité par une décision de justice, vous le savez. Mais arrivé sur place, Ayib Daffé affirme avoir essuyé le mépris des fonctionnaires de ce service du ministère de l'Intérieur bloqué à l'entrée. Pour Bespi le jour, ça dégénère malgré la notification du juge. La Direction générale des élections dans le dilatoire. Les avocats de Sonko dénoncent et interpellent le chef de l'État. Aux yeux de l'AS, la DGE persiste dans le blocus. Walfadri va plus loin. Pour le journal, c'est la loi qui est piétinée. Conséquence, Ousmane Sonko toujours sur la touche. C'est une énième et scandaleuse entorse du Sénégal à l'état de droit, fulmine le journal Le Témoin. L'État dans le maquis du non-droit picheron du coup le journal. Question alors, pourquoi la DGE refuse toujours de s'exécuter malgré la notification de la décision de justice rendue en faveur du leader de ex-Pastef? Le journal L'Observateur répond, c'est parce qu'il n'est toujours pas sur le fichier électoral. Sur sa note que c'est la condition sine qua non. En clair, Ousmane Sonko doit d'abord être réinscrit sur les listes. La balle est dans le camp du préfet de Ziguinchor qui doit saisir le ministère de l'Intérieur. Le journal informe que si ce vendredi la DGE ferme encore ses portes au mandataire d'Ousmane Sonko, eh bien, les avocats de ces derniers n'écartent pas de porter plainte contre l'administration électorale pour voie de fait. Autre procédure intentée, une procédure de référé en liberté devant la Cour suprême. Sonko pas au bout de ses peines, écrit alors le journal L'Info. La justice toujours au ministère de tutelle, passation de service entre le professeur Ismaël Madior Fall, le sortant, et Aïssata Tall Sall, l'entrante. La nouvelle qui bouillonne d'énergie déjà, constate le journal Source. Dès les premiers jours, dit-elle, je vais commettre l'inspecteur général des affaires judiciaires pour qu'il procède à l'audit des longues détentions. Très souvent, on dit que la justice a trop de vacances judiciaires, 45 jours dans l'année, avec tous les services de la justice et tous les magistrats. Je vais exiger l'efficacité dans le travail. Le bracelet électronique pour éviter les longues détentions préventives. Le journal L'Info note que depuis l'entrée en vigueur de la mesure instituant la possibilité du port de bracelet électronique au Sénégal, eh bien, le directeur adjoint des affaires criminelles et des grâces confie au journal que 244 personnes sont sous bracelet électronique. L'administration a un stock de 1000 bracelets. Dans la foulée, le F24 est allé rendre visite à un de ses membres, Aliou Sané, envoyé en prison. Selon le journal L'Info, il s'indigne toujours de son incarcération et promet de tout faire pour obtenir sa libération et celle des autres détenus dits politiques. Politique justement, le retour de Karim Wade qui se précise, ce n'est plus désormais qu'une question de temps. Selon le journal Source, le fils d'Abdoulaye Wade attend juste la fin du renouvellement des structures du PDS pour faire son retour au Bercail. Cette information à la une de l'Observateur, le retrait de BP du champ de Yaka Teranga, New Deal de BP sur le gaz sénégalais, titre le journal. L'Obs pointe des pourparlers, il y a des chances que Cosmos et Petrosen augmentent leur part du projet. À la une du journal Enquête, la vente aux enchères d'objets ayant appartenu à Léopold Sédar Senghor, la mémoire de Léopold souillée, titre le journal. L'État a affiché son soutien de vrai au retour de ce précieux patrimoine au Sénégal. On termine par du sport qu'en 2023, le mois de novembre sera décisif pour Aliou Cissé. C'est durant ce mois que le sélectionneur national va avoir une idée exacte des joueurs qui vont jouer la CAN 2024 en Côte d'Ivoire. On a tout jusque-là la profondeur de son effectif. Mais Walfadri demande de faire attention, alerte sur une défense fébrile quand même. 12 buts encaissés sur les 10 derniers matchs des Lions du Sénégal. Seuls 2 clean sheets réussis par Edouard Mendy. Kalidou Koulibaly se confie dans le même journal. Il dit on doit mieux communiquer en défense. Bon lecteur tous. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Merci beaucoup Mohamed Ali Mouba. Midi 33, place à point de vue, débat sur ce sujet qui cristallise donc l'actualité au Sénégal. Le refus de la Direction générale des élections de remettre des fiches de parrainage au mandataire du candidat déclaré Ousmane Sonko. Pour en parler, nous sommes avec Daouda Ngom. Monsieur Ngom, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordonnateur du mouvement national des cadres du parti PASTEF dissous. Notre deuxième intervenant, Pape Mahawa Diouf. Monsieur Diouf, bonjour.
Monsieur Diouf n'est pas encore en ligne, me dit-on. Alors, je vous donne tout de suite la parole, Daouda Ngom, vous les principaux concernés par cette décision. Alors, comment vous appréciez un peu cette posture de la DGE qui, semble-t-il, refuse toujours de remettre des fiches de parrainage aux mandataires du candidat déclaré Ousmane Sonko, malgré la décision malgré le verdict, j'allais dire, du tribunal d'instance de Ziguinchor, décision en faveur du candidat Ousmane Sonko, justement. Merci beaucoup. Permettez-moi de rappeler que le président Ousmane Sonko a été radié des listes électorales et il avait déposé un recours en annulation. Et le tribunal de grande instance de Ziguinchor... Le tribunal d'instance de Ziguinchor, comme vous l'avez dit, a déclaré nul et de nul effet cette radiation et a ordonné les services compétents du ministère de l'Intérieur de réintégrer le sieur Ousmane Sonko sur le fichier général et également sur les listes de la commune de Ziguinchor. Et ça, c'était depuis le 12. Mais nous sommes légalistes. Nous ne sommes pas précipités pour aller à la DGE. Nous avons attendu l'ordonnance du juge. Nous avons commis un huissier accompagné du mandataire du sieur président Sonko pour aller à la DGE pour récupérer les fiches de parrainage du président Ousmane Sonko. Et hier, il était là-bas. Malheureusement, il s'est heurté au refus du directeur de la DGE de le recevoir. Aujourd'hui, bis repetita, l'huissier de justice, Maître Wendedien, et le député et mandataire du président Sonko ont été éconduits par la DGE. Et ça, c'est très grave. C'est une forfaiture très grave. Et c'est fortement révélateur quand même de l'état de la démocratie sénégalaise. Nous faisons face à un affaissement de la démocratie sénégalaise. Et aujourd'hui, les gens peuvent douter du processus électoral parce que les choses sont aujourd'hui biaisées. Et je crois que nous ne sommes pas conscients de la gravité de la situation. Cette situation est d'une extrême gravité parce qu'elle sape carrément les fondements, en fait, de la République et les fondements de l'État de droit. Et tous les démocrates aujourd'hui devraient exiger de l'administration électorale le respect de la décision de justice. Mais est-ce que le préalable a été fait, puisque c'est vrai, le préfet a été saisi, suite à cette décision, il doit saisir le gouverneur, le gouverneur à son tour doit saisir le ministère de l'Intérieur, qui saisit à son tour aussi la DGE. Est-ce que toute cette procédure a été respectée jusque-là? Oui, tout a été respecté. Je vous ai dit qu'on a pris une semaine parce que nous ne nous sommes pas précipités. On a pris le temps. Mais la loi est claire. L'article L47, alinéa 4 du Code électoral, dit clairement, c'est du français, c'est pas de l'allemand. Les décisions de justice rendues et transmises à l'autorité compétente ou au service de gestion du fichier électoral seront immédiatement prises en compte et traitées dans le sens prescrit, nonobstant la clôture de la période de révision et du traitement des mouvements. Immédiatement. Immédiatement, ça devrait être pris en compte, ça devrait être traité dans le sens prescrit par le juge du tribunal d'instance de Ziguinchor. Donc, c'est une violation flagrante de la loi. Et ça n'augure pas un processus électoral juste et transparent. Aujourd'hui, je crois que c'est l'opposition sénégalaise qui devrait en faire son propre combat. C'est l'opposition sénégalaise qui devrait faire bloc autour du président Sonko pour récuser carrément la DG, en fait, qui est partisane et qui n'est plus apte pour organiser, pour diriger le processus électoral. Mais aujourd'hui, maintenant, que comptez-vous faire au-delà de ces dénonciations? Ce qu'on compte faire, c'est que toutes les voies de recours, toutes les voies de droit seront épuisées. Et pour cela, l'équipe d'avocats, mais également les juristes du parti travaillent sur ça. Pour les stratégies politiques, parce qu'il y a le volet judiciaire, mais il y a le volet politique. Pour les stratégies politiques, je ne pourrais pas trop m'avancer là-dessus. Mais ce que je peux dire, c'est que le mandataire va informer le président Ousmane Sonko de la situation.
le bureau politique du parti se réunira pour prendre aussi les bonnes décisions politiques qu'il faut. Mais en dehors de ça, je dis que c'est tous les démocrates de ce pays qui doivent se lever, qui doivent quand même rappeler le président Macky Sall à l'ordre, qui, le 4 juillet, c'est lui-même qui avait dit, avec un ton de menace, que toutes les décisions de justice seront exécutées. Ouais. Oui, parce qu'hier, on a vu le communiqué des avocats d'Ousmane Sonko qui dénoncent un peu cette posture de la DGE qui refuse d'exécuter une décision de justice. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut reprocher à la DGE de ne pas exécuter une décision de justice si celle-ci n'est pas saisie par les autorités compétentes? Oui, mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que le code électoral est très clair. Nous avons l'ordonnance du juge. Nous avons commis un huissier qui est allé en compagnie du mandataire déposer cette ordonnance du juge. Et l'article L47 est clair. Hein? Dès que la décision sort et que cette décision de justice est rendue et transmise à la DGE, normalement, l'exécution devient immédiate. Devrait immédiatement prise en compte et traitée. Donc, à la limite, c'est un mépris à l'endroit de l'institution judiciaire. Donc, pour vous, l'État persiste à vouloir écarter coûte que coûte Ousmane Sonko de cette élection présidentielle. C'est bien ça, en fait. Et c'est en droite ligne, si vous regardez bien, le 12, après le jugement, à Ziguinchor, l'agent judiciaire de l'État avait sorti un communiqué. Et il disait qu'en dépit de cette décision judiciaire, Ousmane Sonko ne pas être intégré dans les listes électorales. Donc, ils sont dans leur dynamique. Mais la raison, elle est très simple. Ils ne veulent pas de Ousmane Sonko comme candidat parce qu'ils savent que si Ousmane Sonko est candidat, le tour est joué. C'est déjà gagné d'avance. Et que si aujourd'hui ils donnent les fiches de parrainage à Ousmane Sonko, ils savent que l'appareil politique que détient Ousmane Sonko va envahir le pays. Aujourd'hui, c'est comme si on n'est pas dans un processus, dans des parrainages. Hein. Il y a certains même qui disent que c'est Pastef qui a bloqué les parrainages. Et eux, ils ne veulent pas de cet engouement populaire autour de la candidature d'Ousmane Sonko avec, je peux vous dire que si nous recevons nos fiches demain, en une semaine, on peut récolter le maximum de parrains possible pour le président Ousmane Sonko. D'accord. Parce que c'est le candidat des Sénégalais, en fait. Merci. Merci beaucoup, Daouda Ngom, coordinateur du mouvement national des cadres de PASTEF. Pape Mahawa Diouf nous a rejoint à l'instant. Monsieur Diouf, bonjour. Bonjour. Coordonnateur de la cellule de communication de la coalition Benno Bokk Yakaar. Justement, vous avez certainement entendu Daouda Ngom qui reproche au pouvoir cette volonté de vouloir écarter un candidat avec ce qui s'est passé à la DGE entre hier et aujourd'hui, le refus de remettre au mandataire du candidat déclaré Ousmane Sonko des fiches de parrainage. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Oui, je pense qu'il faut différencier les faits de la réalité. Les positions politiques pour pousser les uns et les autres analyser de façon très subjective les événements. Mais ce qui est constant et que nous pouvons voir nous tous, c'est que l'institution judiciaire sénégalaise fonctionne pour ce qui concerne ce cas précis. Un acteur politique qui a été donc vagué des listes électorales en première instance, le tribunal de Ziguinchor en seconde instance qui donne un autre jugement et une autre appréciation. Et puis normalement il y aura une troisième juridiction qui va continuer. Et surtout pour des gens qui disaient ne pas avoir confiance à l'institution judiciaire, il est curieux qu'ils se mobilisent pour d'abord célébrer un jugement, célébrer la probité d'un juge, et également s'attendre à ce que l'institution judiciaire leur donne droit. D'accord, mais selon vous, M. Diouf, qu'est-ce qui bloque Qu'est-ce qui bloque mon propos, on peut pas dire une chose et son contraire. Allez-y. Si l'institution judiciaire est crédible, si elle fonctionne normalement,
il faut la laisser aller jusqu'au bout de son processus et nous constaterons que le droit aura été dit au nom du peuple sénégalais par une institution judiciaire d'un État démocratique et un État de droit, le Sénégal. D'accord. Mais qu'est-ce qui, selon vous, justifie ce blocage, la réintégration d'Ousmane Sonko sur le fichier électoral pour être conforme au verdict rendu par le tribunal d'instance de Ziguinchor? Alors, je ne saurais vous donner la réponse, sans doute quand vous vous adresserez à des spécialistes qui vous donneront le propos précis. Mais ce dont je suis sûr, c'est que nos propres adversaires politiques croient désormais à l'institution judiciaire, puisque c'est celle-ci même qui est en train, pour le moment, de leur donner raison au tribunal de Ziguinchor. Maintenant, il faut demander à la direction générale des élections pourquoi ils n'ont pas voulu remettre le fichier de parrainage. C'est eux qui donnent à tout le monde. Et c'est eux qui organisent les élections depuis 2000. Il n'y a rien qui a changé. C'est des fonctionnaires au service de l'État. Il faut simplement s'adresser à cette administration et qui vous donnera l'argumentaire qui a fait qu'ils n'ont pas voulu recevoir le monsieur responsable de Pastef qui voulait retirer. D'accord. Mais vu d'ensemble, M. Diouf, vu d'ensemble, est-ce que cette situation ne conforte pas Pastef ou les militants du parti Pastef dissous dans leur idée comme quoi que le pouvoir veut tout faire pour écarter Ousmane Sonko de cette élection présidentielle? Comme je vous l'ai dit, c'est de bonne guerre. C'est un parti politique, un ancien parti politique qui regroupe des gens, en tout cas des profils qui sont de l'opposition. C'est de bonne guerre qu'ils puissent alimenter ces argumentaires-là. Mais je rappelle que nous parlons d'un parti qui est dissous. Nous parlons de choses très graves ayant trait à la sécurité collective du pays. Et ça, il faut laisser aussi le cours des événements nous clarifier. C'est ça qui me paraît important. Et puis, nul n'est au-dessus du Sénégal. Sans un Sénégal de paix, de stabilité, de sécurité, rien n'est possible. Aucun développement, aucune démocratie, absolument rien n'est possible. C'est ça qui est d'abord prioritaire. Et toutes les énergies du pays, de mon point de vue, devraient s'orienter vers ça. Mais il n'y a nulle personne, nul individu, moi comme personne d'autre, qui soit au-dessus du Sénégal et du Sénégal. D'accord. Merci beaucoup, Pape Mahawa Diouf. Merci à vous. Merci, coordonnateur de la cellule de communication de la coalition au pouvoir, Benno Bokk Yakaar. Merci également à Daouda Ngom, coordonnateur du mouvement national des cadres de Pastef. Mesdames, Messieurs, merci à vous. C'était Point de vue, le dernier point justement de ce journal.